Madame, Monsieur, bonsoir. Les mouvements migratoires ont toujours existé entre les pays sahéliens, subsahariens et le Maghreb en transit pour aller plus loin en Europe et même dans le Golfe. Le système de visa pour accéder aux pays européens, la difficulté pour les obtenir, la création de l'espace Schengen ont contribué au développement de filières migratoires clandestines. La seule option, selon ces candidats à l'immigration, pour réaliser leurs projets. Malheureusement, l'océan Atlantique est devenu un cimetière de milliers d'immigrants africains. Les survivants de la traversée seront renvoyés pour certains dans leur pays d'origine. Pour d'autres qui auront atteint leur destination, ils seront confrontés à une vie extrêmement difficile, d'exploitation, de traite humaine, d'esclavage sexuel, d'emprisonnement, d'assassinat, de bastonnade. Très peu d'entre eux parviendront à réaliser leur rêve, celui d'une vie meilleure. Réseau de passeurs bien établi, on en parle. Dans quelle proportion, dans quel pourcentage les hommes, les femmes, les enfants partent de la sorte? Pourquoi veulent-ils quitter le pays? Le phénomène est inquiétant, le phénomène est consternant et ça fait l'actualité. Quel est l'état des lieux, la vie des populations également ivoiriennes? C'est un commentaire et un micro-trottoir signé Siaka Kone, Guedro Achille et Ibrahim Touré. La solution que moi, à mon niveau, je pense la meilleure, c'est une... La Côte d'Ivoire, pays représentant à l'époque un véritable Eldorado pour les populations des pays voisins. Aujourd'hui, elle affiche l'une des plus fortes croissances de migrants irréguliers des pays subsahariens. Des milliers de jeunes Ivoiriens n'hésitent pas à tenter dorénavant cette aventure incertaine, parfois au péril de leur vie et à la merci des passeurs de moralité douteuse. Le phénomène a pris de l'ampleur au cours de ces dernières décennies dans la sous-région et surtout en Côte d'Ivoire. Destinations prisées, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et surtout la France, la barrière linguistique demeurant un facteur essentiel. Les pays du Golfe ne sont pas en reste. Koweït, Oman, Turquie, Arabie Saoudite, Dubaï absorbent une bonne partie de cette population. Jeunes, servant de main-d'œuvre et en proie à la traite et à l'esclavage. À ce jour, difficile d'établir des statistiques fiables des jeunes Ivoiriens en partance pour la diaspora. La Côte d'Ivoire dispose de foyers importants de transit et de pôles de départ au service de la sous-région ouest-africaine. La localité de Daloa et la commune d'Adjamé, abritant les gares routières à destination des pays limitrophes de l'Occident, constituent des points de départ de différents convois. Les pays de transit de ces candidats à l'immigration, le Burkina Faso, le Mali, le Niger par la voie terrestre, tandis que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont favorables pour l'absence de visa. Les raisons naissantes de cette volonté naissante de s'expatrier au sein de la jeunesse ivoirienne sont entre autres le manque d'employabilité, la pression familiale et parfois le goût de l'aventure. Nous sommes de retour en studio, nous recevons nos différents invités. Monsieur Steve Essis, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président exécutif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora RID, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Alors, vous, pour la petite histoire, vous êtes parti dans un créneau tout à fait normal et conventionnel en immigration et vous en êtes revenu. Si. On peut résumer ça comme ça? Si. D'accord. Monsieur Kwaku Ndri Hervé, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'ONG l'ESSAD. Tout à fait. Et vous, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière, secours, assistance et développement. Tout à fait. Alors vous êtes parti par une filière irrégulière. Après plusieurs périples dont on va parler, vous en êtes revenu sain et sauf et vous avez choisi de créer cette ONG. Bien évidemment. C'est cela. Tout à fait. D'accord. Merci à vous, messieurs, d'être sur notre plateau ce soir. Merci. Alors nous avons cet élément de reportage qui est passé. J'aimerais vous demander quelles sont vos premières remarques, monsieur Steve Essis. Il faut d'abord, de prime abord, je tiens à dire merci à la direction générale de la RTI pour l'invitation et aussi dire de prime abord que le phénomène de la migration date depuis la création du monde. Et les gens ont toujours migré d'un point A à un point B. Et après, c'est
Le fait de migrer est une bonne chose, mais c'est le fait de pouvoir aller par la voie irrégulière qui est ce que la majorité des jeunes, des organisations de la société civile et nous-mêmes en tant que leaders d'opinion, nous dénonçons. Donc, voyant ce reportage, le cœur peiné par rapport à cette situation qui est vraiment désastreuse et vraiment qui endeuille beaucoup de familles sur le continent et dans notre pays. Monsieur Kwaku, quel est votre sentiment sur ce reportage? La migration, c'est un libre choix, d'abord. Et on ne peut empêcher les individus à se déplacer, parce que même à l'interne, ça se passe. Et très souvent, vous avez entendu parler de l'exode rural, ensuite sorti hors du pays. Je dirais que c'est un droit, mais il faut savoir partir, comme monsieur ici le disait tout à l'heure, il faut savoir partir. Aujourd'hui, nous constatons que le phénomène, la migration irrégulière, domine notre actualité concernant la migration. Et je pense que ce soir, nous avons l'occasion d'aborder ce sujet qui aujourd'hui touche bon nombre de familles en Côte d'Ivoire en particulier. Et quand je dis touche, nous avons perdu assez de jeunes à cause du fait que ces jeunes ont pris le chemin de la migration irrégulière. D'accord. Alors nous avons choisi d'en parler parce que ce phénomène malheureusement est très présent. Et nous avons la chance d'avoir des personnes qui peuvent témoigner, qui ont vécu l'expérience et qui peuvent en parler aisément. On peut dire de vous, après avoir préparé cette émission avec vous, vous êtes un rescapé. Oui, je suis un rescapé. Je le dis tantôt que je n'ai pas honte d'en parler, parce qu'il faut parler aussi pour sauver des vies. Et j'ai toujours accepté de partager mon expérience afin de sauver la jeunesse africaine en général. J'ai été victime, comme on le dit, victime d'exploitation humaine à travers un réseau. On va commencer au début. Alors, en quelle année est-ce que vous avez choisi, parce que c'est un projet de vie, comme le disait M. Essis, c'est un projet de vie que de vouloir partir. Et en plus de cette manière-là, il faut vraiment être motivé. Alors, en quelle année vous avez choisi cette option-là, c'est-à-dire de partir par la voie irrégulière? Je suis parti en 2015, après la crise de 2011 qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. Je suis allé d'abord travailler à Saint-Fra, dans le département de Saint-Fra, en tant que directeur de société coopérative, où j'ai fait 5 années d'exercice. Mais bon, pendant ce temps, j'ai travaillé, mais ce que je devrais percevoir comme salaire était pour moi limité. Donc, j'ai dû échanger avec l'employeur. Et je lui ai dit que si tout allait bien, qu'il me donne l'occasion de me rendre en Europe. Et c'est lorsque je suis venu à Abidjan pour une mission au nom de la structure que je gérais. Malheureusement, je tombe sur une mauvaise personne. Et quand je dis une mauvaise personne, c'est ceux-là même qui gèrent des réseaux du trafic illicite des migrants. Oui. Donc, selon les dits des uns et des autres, ils m'ont fait savoir que ce monsieur, il est spécialisé dans son domaine, a fait partie des Ivoiriens qui aspirent sortir hors du pays. Et c'est comme ça que j'ai eu des... Mais vous êtes quelqu'un d'intellectuel, donc on va dire quelqu'un d'informé, quelqu'un qui a accès à l'information, que ce soit par écrit, que ce soit dans la presse. Et même en 2015, les réseaux sociaux, ce n'était pas trop développé. Mais de haut de tout cet aspect intellectuel, vous avez néanmoins choisi l'option de partir par la voie non légale, là où vous aviez l'option, en travaillant. Pourquoi vous n'avez pas déposé un dossier à l'ambassade pour chercher à partir? Oui, justement, ce que vous venez de dire, je vous donne tout à fait raison, mais sachez aussi qu'en 2015, il n'y avait pas d'informations réelles sur le phénomène. Ce n'est que dernièrement que les organisations de la société civile, l'État de Côte d'Ivoire et les organismes internationaux ont commencé à multiplier des campagnes de sensibilisation où du moins on dirait la population est informée concernant le phénomène. Sinon, les années en arrière... Alors, les images que l'on voit, vous étiez comme ça dans les embarcations, comme les images que l'on voit à l'antenne actuellement? Moi, je n'ai pas eu l'occasion de prendre cette piste.
Oui. Voilà, j'ai eu la chance de prendre un vol de Bamako dans le Golfe, au Koweït précisément. D'accord. Voilà. Très bien. À ce stade-là, je donne la parole à M. Steve Essis. Alors, vous êtes président du réseau exécutif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Alors, vous êtes parti, vous avez émigré en Europe, en France? Ok, premièrement, j'ai migré pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud? Afrique du Sud, où là-bas j'ai eu un master en marketing opérationnel et management d'organisation. Donc après, dans la suite de pouvoir accroître mes compétences, j'ai travaillé à pouvoir avoir un second diplôme qui est un diplôme belge, qui est management de projet et coopération internationale. Donc pour moi, avant de partir, il fallait au préalable avoir l'information. Donc l'information, aller à l'information. Donc lorsque nous sommes rendus au niveau de l'ambassade, il faut dire d'abord par le biais de contacts qui étaient à l'extérieur. Par le biais des contacts qui étaient à l'extérieur, on nous a donné des informations qu'il était important de pouvoir se rendre dans l'ambassade pour voir les différents dossiers qu'il fallait fournir, constituer pour le montage des dossiers et avoir le OK de l'ambassade. Donc c'est comme ça qu'on a regroupé les différents documents et après il fallait déposer, passer par un cabinet pour pouvoir valider tous les différents diplômes et certificats au niveau de l'anglais et chercher maintenant à partir, à migrer régulièrement. Oui. Donc c'est dans ce schéma-là que la majorité des personnes de la diaspora aussi ont eu à procéder pour ceux qui ont migré régulièrement. Certains ont migré pour aller réaliser les projets d'études à l'étranger. D'autres aussi dans le réseau, ils ont migré pour aller travailler à l'extérieur. Donc c'est dans les deux sens. L'objectif était de pouvoir aller pour emmagasiner une nouvelle expérience, voir d'autres technologies qui existaient hors de notre pays, en plus des acquis que nous avons eus au pays, dans le but de demain revenir en tant qu'une personne qui peut apporter un plus-value, que ce soit à l'entreprise qui est dans son pays, ou bien soit à son pays. D'accord. Donc là, on vous propose deux schémas très différents de personnes qui souhaitaient aller à l'extérieur pour... vous vouliez, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous chercher, c'est-à-dire vous intégrer là-bas et avoir une meilleure vie. Et l'option que vous avez choisie, ce n'était pas donc les embarcations, c'était des vols réguliers et puis destination, donc le Golfe. C'était ça. Alors, on va comprendre par la suite, et vous allez nous expliquer cela, on va comprendre par la suite que vous arrivez dans des conditions tout à fait correctes, avec un vol régulier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes arrivés, ils sont d'abord venus nous chercher à l'aéroport. Et on constate que le monsieur qui est venu nous chercher, il nous amène dans un endroit inhabité. Et il enferme la porte. Il part avec les clés. Dès le premier jour, on ne s'est pas posé assez de questions. Le monsieur s'amène là-bas le lendemain, aux environs de 16 heures par là. Il nous envoie de quoi manger. Et il nous disait comme ça, vous serez riche ici, vous serez bien traité, bien payé. Donc on était heureux d'entendre le mot riche. Vous étiez combien? Nous étions 4. 4 jeunes Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, d'abord, celui qui gère le réseau ici, il nous a fait rêver. Comme quoi on allait percevoir des salaires en allant de 300 jusqu'à 500 000 francs. Et les conditions de travail dans lesquelles nous allons travailler là-bas sont de bonnes conditions. Mais nous nous sommes rendus compte sur le terrain que tout ce qu'ils nous avaient dit auparavant, ce n'est que des mythes. Et quelque temps après, ils sont venus nous chercher et ils sont allés nous livrer aux familles d'accueil, c'est-à-dire des personnes qui nous ont déjà achetés auparavant. Alors, on va reprendre le terme acheter. Acheter, ça veut dire que vous étiez des objets marchandés, qui ont été marchandés, vendus, voilà. Conclus. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et vous avez été acheté à combien, monsieur? À 800 000 francs CFA, selon les dires de l'employeur, c'est-à-dire le coïtien, qui me disait en ces termes que je t'ai acheté à 450 dinars, qui fait environ 800 000 francs CFA. Je lui ai dit non, je ne peux pas accepter cela. Que moi, avant de venir ici,
j'ai dû dépenser de l'argent et j'ai même payé assez de sous pour que je sois ici. Et lui, il s'en fout. Que c'est ce que lui il a dépensé qui compte. Donc pour cette raison, il fera de moi ce qu'il veut. S'il n'a plus besoin de moi, il peut me revendre à quelqu'un d'autre ou dans le cas contraire, il me tue. Donc on a bien compris, il a pris vos documents? Oui, le passeport était confisqué, la carte de séjour aussi était confisquée. D'accord. Donc du coup, avec tout ce que je vivais avec lui, ces menaces de mort, et même si je fuis, je deviens un homme sans papier. Et je suis maintenant obligé de vivre dans la clandestinité. Et vous menacez de mort, pourquoi? Un esclave, excusez-moi du terme, il n'a pas de mot à dire. Tu es là pour exécuter. Et vous tant bien même que tu es fatigué. Vous exécutiez quoi comme tâche? Des tâches d'abord, comme je vous ai dit, auparavant, je me suis retrouvé dans le désert. Dans le désert où je deviens un berger, l'homme à tout faire. De mon poste de directeur de société coopérative, où je faisais mon malin avec... À Saint-Fra. À Saint-Fra. Saint-Fra, vous Voilà. atterrissez dans le désert en tant que bouvier. Je me retrouve dans le désert en tant qu'un bouvier. D'accord. Qui n'avait pas de jour de repos, qui n'avait pas droit à la parole. Il faut seulement exécuter ce qu'on... Vous aviez un salaire? Le salaire où l'homme m'a fait rêver, je constate que c'est loin de ce que je devrais percevoir sur le terrain, c'est-à-dire 120 000 francs. Mais malheureusement, les 120 000, l'employeur refusait de payer. Voilà là où nous allons maintenant commencer à discuter. Pourquoi? Parce que pour lui, je travaille, mais je n'ai pas droit à mon salaire parce qu'il m'a acheté. Et les autres 3 Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est pareil pour les trois Ivoiriens. Nous sommes partis dans des familles différentes. On ne se voyait plus. On ne se parlait même pas. Et vous étiez tout seul dans le désert voilà. avec le bétail? Moi, je n'étais pas seul dans le désert. J'étais, je dirais même surveillé par un autre, mais il était soudanais. Un Soudanais, mais qui parle mieux l'arabe que moi. Et d'abord, quand tu parles mieux la langue arabe, tu es mieux traité, par contre, pour celui qui ne comprenne pas bien la langue. Vous êtes resté dans ces conditions combien de temps? J'ai fait pratiquement 3 mois. 3 mois de souffrance, où j'ai passé des nuits, je dirais même des nuits blanches. Pourquoi? Tu commences à travailler depuis 5 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et tant que lui il est là, tu n'as pas le droit de te reposer. Quand tu te vois assis, pour récupérer un peu, il vient t'appeler Tal. Et il t'envoie, il faut aller faire tel truc. Dès que tu finis, tu viens t'asseoir, il t'envoie encore. Parfois même, pour ne pas être libre, quand tu finis de préparer le chai, le gawa, c'est-à-dire le thé, le café, tu dois le servir. Des minutes plus tard, il te dit, va, il faut me verser, prépare encore autre chai gawa pour venir me donner. Et tu es assis, pendant qu'il est assis, il est en train de fumer sa cigarette, tu dois le servir à tout moment quand il a besoin de ça. Tout ça pour ne pas que tu puisses te reposer. Très bien. À ce stade, je vais vous donner la parole parce que c'est tellement édifiant et émouvant tout ce que vous dites. Alors vous avez choisi une autre voie qui est beaucoup plus relaxe, mais c'est quand même un peu plus long. Et il y a beaucoup de tracasseries administratives et tout le monde ne parvient pas à monter un dossier et puis pouvoir partir pour des études. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aller à l'étranger, c'est un projet de vie. Donc, en étant un projet de vie, il faut au préalable le préparer, mieux le préparer. Il faut une méthode, il faut une feuille de route et après, il faut faire du suivi jusqu'à l'obtention de ton visa. Et il faut dire que les conditions d'obtention d'un visa diffèrent d'un pays à un autre pays. Tout à fait. Et en général, pour les différents documents qu'on demande, par exemple, dans le cas de ceux qui vont pour les visas études, il y a la garantie financière pour aller étudier, que ce soit en France ou dans la zone Europe, pas facile à obtenir. Qui est vraiment un grand blocage pour certaines familles, pour certaines personnes. Parce que après, dans la garantie financière, il faut avoir soit le sponsor ou bien soit la famille emmagasiner un certain nombre d'argent qui sera pour eux la preuve pour eux que si l'enfant vient, il ne sera pas... Mais dans quelle proportion est-ce que les jeunes arrivent à fournir tous ces documents et puis à partir? Oui, pour partir, il faut dire que, comme j'ai dit, c'est un projet de vie.
Donc ça se prépare. Donc le conseil que moi je donne à mes amis jeunes ou bien soit aux familles, c'est vraiment de pouvoir préparer le départ de leur enfant. Quand l'enfant va aller à l'étranger, ça ne tombe pas comme un coup de tête. Tu ne penses pas un lundi et puis vendredi tu commences les démarches. Non, ça se prépare des fois un an, 2 ans. Il y en a qui échouent 2, 3, 4, 5, 6 fois. Oui, si. Et pour tous ceux qui ont eu à échouer, des fois, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas donné tous les papiers. Des fois, il peut arriver que dans la constitution des dossiers, l'étudiant ou bien soit la personne qui est intéressée à pouvoir aller à l'étranger, il a fourni tous les documents. Mais il y a certains historiques qu'au niveau de l'ambassade, les gens, ils ont l'historique, donc ils s'essaient des archives pour pouvoir accepter ou bien refuser le visa. Par exemple, pour le volet étudiant, il y a des erreurs à ne pas faire. Par exemple, je tais le nom de certains pays, il y a des pays où, par exemple, quand tu vas aller dans la constitution de ton dossier, on te demande quelle est ta motivation pour aller étudier dans notre pays. Et lorsque tu réponds, tu dis que tu es motivé à aller étudier dans le pays, dans le but de pouvoir non seulement apprendre cette filière, à emmagasiner des nouvelles compétences, aussi profiter pour pouvoir demain revenir dans mon pays et être par exemple un pont entre le pays où j'ai été formé avec mon pays, et aussi apprendre par rapport à la qualité de l'enseignement supérieur que vous avez chez eux par rapport à ce que j'ai déjà eu dans mon pays comme acquis. Mais, et si par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, tu fais l'erreur d'écrire que par exemple, je suis intéressé pour par exemple un pays de l'Amérique du Nord, je suis intéressé demain à pouvoir candidater pour la résidence et rester chez vous, ça par exemple on ne dit pas, mais c'est une erreur à ne pas faire. Parce qu'au niveau du service d'immigration, ils sont regardant un certain nombre de détails. Et ça va faire en sorte que par exemple, ceux qui sont chargés de pouvoir apprécier, donner une note par rapport à donner le visa ou refuser le visa, c'est quand ils savent que tu vas, mais c'est pas pour revenir, que c'est pour rester dans les pays, on peut te refuser le visa, malgré que tous tes papiers sont conformes. Donc vous êtes en train de me dire que lorsque l'on veut immigrer, non pour des études, parce qu'on souhaite changer de cadre de vie, vous êtes en train de nous dire que c'est vraiment compliqué en fait. Parce que lui n'était pas dans un schéma pour aller étudier, il voulait une vie meilleure, il voulait s'intégrer professionnellement, et puis pourquoi pas rester là-bas. C'était son projet de vie, donc ça veut dire que tant que ce n'est pas dans le cadre des études, c'est difficile d'immigrer légalement. Non, c'est difficile, mais c'est possible. C'est rare. C'est possible. C'est possible parce que là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Et il faut savoir que, c'est pourquoi il dit que c'est un projet de vie. Il faut savoir que si tu peux essayer une fois, 2 fois, 3 fois, il y a des connaissances que je connais qui ont dupliqué pour un visa, qui ont eu 3 refus, mais à la 4e fois, le visa est passé. Il faut persévérer et surtout aller à l'information. C'est tellement important. Aller à l'information parce que, par exemple, par exemple, dans le cas des étudiants, il y a des possibilités de pouvoir migrer régulièrement, tout en voyant ses études être supporté par exemple par certains programmes. Il y a des programmes. On va revenir là-dessus. Ça, c'est sûr. Vraiment les solutions que l'on peut proposer pour une immigration bien cadrée. Alors, on revient sur votre histoire très émouvante. Alors, vous nous expliquez que vous passiez des nuits blanches et vous avez réalisé que vous étiez piégé. Vous avez été vendu à 800 000 francs CFA, 450 dinars. Et que vous n'aviez pas de repos. Alors, vous étiez au milieu du désert, avec un Soudanais pour vous surveiller. Alors, à quel moment est-ce que vous avez réalisé qu'il fallait partir et comment vous vous y êtes pris rapidement? J'ai pris la décision de partir parce qu'à un moment donné, j'ai constaté que les menaces de mort étaient trop. Donc, je ne sais pas à qui expliquer d'ailleurs. Pourquoi? Parce que même celui qui m'a fait partir, quand je l'appelle, il me faisait toujours rêver. Non, il faut patienter, je vais te trouver un autre endroit mieux que là où tu te trouves en ce moment. Il faisait tout ça pour me calmer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système des passeurs qui envoient des Ivoiriens ou des Africains aller travailler dans le Golfe, ils ont un certain nombre de délais avec leurs partenaires qui sont dans le Golfe. Quand tu envoies quelqu'un travailler chez un Coïtien ou bien, n'importe quel pays du Golfe, ils ont le délai pour les hommes, c'est 3 mois. Après les 3 mois, lui se désengage maintenant
de son fiole. Et tout ce que tu vas traverser, c'est plus son problème. Mais durant les 3 mois, si vous réussissez à vous évader ou bien à fuir sur vos lieux de travail, lui, il sera appelé à envoyer d'autres personnes pour prendre la place. Ah d'accord, donc lui, il voulait valider. Donc voilà, les 3 donc mois, lui, il voulait valider les 3 mois. déposé. Donc il me disait des paroles douces, moi je ne savais pas. Donc c'est quand les 3 mois sont finis et il me fait savoir que tu n'as rien compris encore, que ta douleur va commencer. Et si tu ne fais pas attention, du moment où ils t'ont dit qu'ils vont te tuer, c'est qu'ils vont te tuer. Donc, et comment vous faites pour vous évader? Ben, ça a été de façon miraculeuse. Parce que j'étais là et puis il y a un qui m'a appelé, parmi les 4 dont nous sommes partis, il y a un qui m'a appelé un jour et qui me demande, Ndri, c'est comment? Il dit, ça ne va pas. Il dit, ah, c'est maintenant on vient de savoir qu'ici, ça ne va pas. Que ceux qui viennent ici, ce n'est pas facile pour ces personnes-là. Donc, j'ai expliqué mes déboires. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais expliquer, parce que lui, il avait créé un groupe d'amis sur les réseaux sociaux. Et à travers le réseau qu'il a créé, il a parlé de mes souffrances dans le groupe. Et il y a l'attaché du protocole centrafricain qui était dans le groupe, qui a dit, mais écoutez, le frère, il est en danger. Parce qu'il y a quand même longtemps, il vit dans ce pays, il connaît tout ce qui se passe dans le pays. Et c'est lui maintenant qui va réveiller ma conscience pour dire, mon frère, s'ils ont dit qu'ils vont te tuer, c'est qu'ils vont te tuer. Donc, il faut t'arranger à fuir là où tu te trouves. Parce que moi, c'est vrai, je suis avec les diplomates, mais je ne peux pas venir te chercher. Personne ne viendra te chercher par la voie. Alors, dites-nous, vous étiez seul dans votre environnement-là avec d'autres nationalités en tant qu'Ivoirien, vous étiez seul. Mais quand vous réussissez à partir, est-ce que vous avez été violenté avant ça? Avant de chercher à partir, vous avez été violenté? Une fois, ils m'ont poursuivi avec leur véhicule 4x4 dans le sable. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un conteneur. Et je me suis mis à l'abri. Il a pris le frein et il m'appelle. Tal, ça veut dire quoi? Viens. Et j'arrive, je m'arrête là. Il dit, mais pourquoi je vais te tuer, tu fuis? Et il passe la vitesse. Il va en arrière pour revenir encore, pour venir me cogner. Donc c'est lorsqu'il recule, lorsqu'il veut revenir, je prends encore la fuite. Et il tombe en transe et il crie. On comprend que vous avez vécu des épreuves extrêmement douloureuses, mais à un moment donné, vous réussissez à quitter le désert et vous atterrissez où? Et je réussis à fuir et je me retrouve en ville, sans papier, sans mon passeport. Et comment vous faites? Et là, d'un premier temps, j'étais avec un Ivoirien. Celui-là même qui allait me chercher dans le désert, ça n'a pas été facile pour me retrouver. Nous avons commencé l'opération de 19h jusqu'à 0h, ce n'était pas encore vu. Donc c'est lorsqu'il m'a vu et il m'a pris, il allait me garder chez lui, j'ai fait 3 jours. À un moment donné, il a dit, écoute, nous sommes à l'étranger, on ne peut pas rester caché longtemps. Donc il y a un autre encore, père à son âme, qui est mort là-bas. Il est mort de quoi? Et il est mort dans un incendie. Incendie, d'accord. Donc ça ne s'était pas lié à... Non, c'est lui maintenant qui m'appelle. Il dit, viens vers moi pour que je puisse t'aider. Donc je vais vers lui, me mettre dans une société de sécurité. Et je commence à exercer à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est en ville, en tant qu'agent de sécurité. D'accord. Mais au cours d'un contrôle de routine, je tombe sur la police après le boulot et on nous embarque dans un commissariat. À la suite, on se retrouve à la déportation. La déportation, c'est quoi? C'est une prison? C'est une prison. Vous êtes vous ne sortez pas, vous êtes enfermé. Combien de temps vous êtes resté en prison? J'ai fait pratiquement 1 mois et demi. En prison? Voilà. Parce que vous n'avez pas de papier? Je n'avais pas de papier. D'accord. Et comment vous sortez de prison? C'est très intéressant, mais on est obligé d'aller un peu vite. Voilà. Comment vous sortez de prison? Et pendant que nous étions, il y a un Égyptien qui m'a dit, dis-toi, si tu ne fais pas attention, tu vas rester ici. Il dit, comment ça? Il dit, mais personne ne viendra te faire sortir d'ici. Que tu dois te battre. Donc quand il m'a dit ça encore, c'est là que je voyais un policier passer. Un jour, je l'ai interpellé. Le policier vient, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai expliqué tous mes problèmes. Il m'a dit, bon, donne-moi les contacts de ton employeur. D'accord. Il appelle mon employeur et le monsieur est en train de négocier avec le policier pour me faire retourner dans le désert. Mais là, moi, je sais que si je retourne là-bas, c'est ma mort. Parce qu'il y avait un autre Africain, un Togolais, qui vivait dans la même famille. Et lui aussi, quand j'ai pris la fuite, il était resté. Mais ce qu'il a subi, ça n'a pas été facile. Il a été bastonné avec pratiquement 3 personnes, avec des gourdins.
Et le monsieur, vraiment, il a connu la misère ce jour. Mais quand j'ai pensé à son histoire, je me dis non. Si je repars... Et comment le policier vous a aidé? Le policier, maintenant, il me dit, bon, je vais te faire sortir, tu vas au désert. Il dit non, je vais en Côte d'Ivoire. Il dit, Côte d'Ivoire, c'est où? Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, Sarlhadj. Sarlhadj, Azamafi Malou, Mayaraf. Lui ne connaît pas. Ça veut dire quoi? Côte d'Ivoire. Okay. Il dit, ne connaît pas. Il a dit quoi? Sarlhadj. Oui. Azamafi Malou, Mayaraf. Lui ne connaît pas Côte d'Ivoire. Okay. Il dit, mais vous connaissez un monsieur qui s'appelle Drogba Didier? Il dit, Drogba, Antabila, Sawa, Drogba, vous venez du même pays? Azanafal, Coral, Chelsea? Il dit, oui. Il dit, Kalas, Mafi Moshkila, l'euro. Ça veut dire, allez-y, c'est bon. C'est là qu'il m'a fait sortir. Donc, on comprend que Drogba a été votre passeport. Justement. Le nom de Drogba. Le nom simplement de Drogba, je dirais même un passeport. D'accord. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont identifié. Et chaque fois quand il y a un blocage, le monsieur il est assis dans son bureau. Quand il me voit à travers la caméra, il vient vers moi, Drogba, c'est nous mouchkil. Il dit, Baba, fi mouchkil. Il dit, Kale wale ma fi mouchkil. Pourquoi vous avez appris l'arabe, hein? On va retenir ça de positif. Vous avez appris l'arabe. À quel prix? Mais vous avez appris l'arabe. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup d'éléments à vous proposer. Même tout à l'heure, on a un élément pour vous. Ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle proportion est-ce que les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui, a priori, prennent autant de risques, dans quelle proportion les hommes, les femmes, les enfants, qu'est-ce que vous en savez? Parce que les chiffres, malheureusement, ne sont pas vraiment établis. Mais vous, en tant que président d'ONG et de structure pour lutter contre, qu'est-ce que vous en savez? Ok. D'abord, dans le cas de la migration irrégulière, au niveau des jeunes, il faut dire que les jeunes qui tentent l'aventure de façon illégale, l'âge varie entre ceux de 16 ans jusqu'à 40 ans. 16-40 ans, c'est la fourchette. Et les femmes, c'est dans une proportion 50-50 hommes-femmes? Au niveau des femmes, les statistiques, les dernières statistiques qu'on avait, c'était au moins, ça variait entre 18 35 ans. Entre 18, âgés entre 18 et 35 ans. Mm-hmm. D'accord. Alors, on a campé le problème. On a écouté votre histoire très émouvante. Vous en êtes sortis. Il y a des personnes qui y sont restées, malheureusement. Justement. Des hommes, des femmes, même des enfants qui y restent. Alors, on a un élément à vous proposer. C'était un micro-trottoir. Et on a interrogé les populations ivoiriennes, histoire de savoir quelles seraient pour elles les solutions pour limiter cet exode à l'immigration. Et c'est notre élément donc de Siaka, Guedro et puis Achille. La solution que moi, à mon niveau, je pense la meilleure, c'est une occupation saine de la jeunesse. D'abord, il faut que les entreprises, que ce soit du privé ou du public, trouvent plus de place à l'embauche pour la jeunesse. Parce que beaucoup ont des diplômes, mais n'ont rien à faire. Ils n'ont pas d'activité. C'est tout ça qui provoque cette immigration. La meilleure richesse, c'est la terre. Qu'on apprenne aux jeunes et qu'on leur donne les moyens pour retourner à la terre. Ce n'est pas dans les bureaux ou bien en allant à l'aventure qu'on peut trouver meilleur que ça. Mais que l'État donne les moyens aux jeunes pour retourner à la terre. Au niveau du SMIC, ici en Côte d'Ivoire, on a reçu les informations que les SMIC allaient changer et il y a des entreprises jusqu'à aujourd'hui qui n'appliquent pas. Et ça, c'est vraiment malheureux, c'est très malheureux, qui n'appliquent pas. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que les jeunes en Côte d'Ivoire sont très révolus à aller se chercher à l'Occident. Pour freiner, il faut quelquefois punir ceux qui vont. Parce que plusieurs fois, on ne fait que les rapatrier, ils ne déboursent même pas un centime pour rentrer. Donc il faut quelquefois les punir pour qu'ils sachent que l'État est en train de faire des efforts, qu'ils fassent aussi des efforts. L'argent qu'ils prennent pour partir se faire tuer, là, ils peuvent prendre pour entreprendre des choses dans ce pays-là. La solution, c'est d'abord une prise de conscience. Voilà. Comprendre que l'Occident n'est pas la seule voie pour réussir. Il est possible de réussir en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut juste penser un projet, voilà, trouver les moyens pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et c'est possible de réussir ici. Et même les Occidentaux savent que le futur, c'est l'Afrique. Voilà. Il y a encore plusieurs opportunités ici
il y a encore plusieurs choses ici qu'on peut faire. Et donc, il faut sortir de ce rêve-là qui nous fait penser que c'est seulement en Occident qu'on peut réussir. C'est possible de réussir ici. Il faut juste travailler dur et on peut s'en sortir. Alors, monsieur Kwaku, je vous voyais sourire tout à l'heure. Il y a un des interviewés qui disait que après tout votre périple, quand vous revenez, il fallait vous punir. Oui, mais ce qu'il dit, ce n'est pas juste. Avant de commencer, je vous ai dit que la migration, c'est un droit. On ne peut pas empêcher, c'est vrai, qu'avec les drames, à un moment donné, l'État débourse de l'argent pour faire retourner les victimes. Mais ça ne veut pas aussi dire que des victimes qui arrivent, il faut forcément les punir tel qu'il a dit. C'est pour ça que je souriais. L'État, ce qu'il doit faire, c'est de revoir sa politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire... Attendez, avant de revoir la politique migratoire, dites-moi, l'argent que vous avez utilisé pour partir, pourquoi vous n'avez pas investi ici? Parce que quelqu'un l'a soulevé également. Cet argent, vous avez dépensé combien pour partir? Moi, avant de partir, j'ai dépensé 1 300 000. Mais les 1 300 000 ne sont pas sortis de ma poche. C'est l'employeur, celui avec qui j'étais, puisque j'avais déjà exposé mon problème. C'est lui maintenant qui me disait comme ça que je vais t'aider à partir si le moment arrive. Et ne vous aurez pas aidé à entreprendre? Il peut m'aider à entreprendre. Ça, c'est clair. Nous, avant que je ne parte, je travaillais dans le domaine du café-cacao, par exemple, la filière café-cacao. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. C'est que les paysans, les producteurs de café-cacao, ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Il y a une maladie qu'on appelle cholet-choute qui dévaste la cacaoculture. Et à un moment donné, moi-même, en tant que gérant de société coopérative, j'avais entrepris des projets avec les paysans pour pouvoir régénérer les vergers de cacao. D'accord, rapidement, et ça n'a pas marché. Mais on fait, chaque fois qu'on fait, chaque année, avec le problème du climat, c'est comme si on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, le départ de ces jeunes, il y a un certain nombre de problèmes qui sont là, qu'on ne doit pas bannir. Mais il faut tenir compte de ces problèmes, je dirais même les causes de ce départ. D'accord. Et si nous traitons le problème depuis les racines, je pense qu'on va trouver ensemble des solutions. Très bien. En parlant de causes, vous allez me donner votre avis. Il y a les causes économiques également. Nous avons les causes politiques. Des fois, c'est pour des raisons politiques, pour une instabilité politique également. Des fois, c'est des réfugiés politiques. Des fois, c'est pour des raisons de famille. Il y a des familles également qui souhaitent savoir qu'il est parti, il va réussir, mon fils va nous sortir d'affaires et tout. Et la personne se sent obligée de se sacrifier pour aider la famille. Et puis on a également le chômage. Malheureusement, ce sont des réalités. Et puis une politique sociale absente. Alors sur cet ensemble de causes, quelles sont celles que vous pourriez relever? Ok. Je peux dire par exemple que les causes qui poussent les jeunes à partir, premièrement, il faudrait chercher à comprendre pourquoi un jeune veut forcément partir à l'étranger, mais par la voie illégale. Donc, il faut dire, selon les différents strates et les retours que nous avons au niveau de notre organisation, c'est qu'il y a beaucoup qui désirent aller pour un mieux-être. Et la définition qu'on donne au mieux-être, c'est relatif. La même manière que moi je conçois le mieux-être, c'est différent de ce que Kwaku Indri conçoit. Donc, par rapport à ça, le fait de partir n'est pas mauvais. Nous, on encourage le départ. Au niveau du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, on encourage le départ. Mais on dit, si vous voulez partir, il faut aller par la voie légale. Il faut aller par la voie légale parce que rien ne vaut la vie d'un jeune. Rien ne vaut la vie d'un jeune. Et nous croyons que ces jeunes-là, qui constituent les différents talents du pays, peuvent, demain, à un certain moment de la vie de la nation, apporter leur contribution. Donc c'est pour ça, nous-mêmes, nous avons initié des campagnes de sensibilisation à travers le pays. Chaque année, nous le faisons. Et sur l'accompagnement des gens même de la diaspora, on le fait dans l'univers universitaire et scolaire. On va pour parler à nos cadets, pour leur faire comprendre les dangers liés à la migration. Concret. Le monsieur, son père et sa mère, à Saint-Fra, on en parle. Disons, ils sont à Saint-Fra, ils sont cultivateurs. Lui, il est en ville, il a réussi chez un tuteur à avoir une maîtrise. La maîtrise, il n'a pas d'emploi. Il se débrouille en faisant cabine devant sa porte. Ses parents prennent de l'âge
il devient un peu celui qui doit ramener à manger à la maison. Ses petits frères et sœurs sont là, ils ne vont même pas à l'école. Voici un peu le contexte. Et là, il se dit, il faut que je parte. Et on ne peut pas lui demander d'avoir une caution bancaire. On ne peut pas lui demander d'avoir un apport pour donner, pour créer une activité génératrice de revenus. Il se dit, vaut mieux partir, prendre le risque de mourir, plutôt que de rester. Et puis, rester là parce que je ne vais rien devenir et ma famille non plus. Et compte sur moi, je suis le garçon et je suis l'aîné. Alors, cette personne-là, qu'est-ce que vous lui dites pour lui dire, reste ici? Moi, je veux regarder un jeune droit dans les yeux et lui dire que si tu as décidé de pouvoir aller par la mer, aller par la voie illégale, c'est déjà une très bonne ambition de vouloir aller à l'extérieur pour pouvoir réussir sa vie. Mais passer par la voie illégale, elle n'est pas la voie appropriée. Parce que rien ne vaut ta vie. Et je voudrais dire à ce jeune-là que je crois que, comme j'ai dit, aller à l'extérieur, c'est un projet de vie, donc ça se prépare. Et il est important ici de pouvoir aller à l'information pour voir quelles sont les opportunités qu'il y a au pays. Parce que des fois, c'est le problème qu'on a. Des fois, il y a deux tendances. Soit vous décidez de pouvoir rester comme étant spectateur de votre vie, ou vous décidez d'être acteur de votre vie. Un jeune ne peut pas dire que j'ai essayé toutes les voies, rien n'a marché. Non. Aussi longtemps qu'il y a la volonté, il y a toujours la possibilité. Et on peut rester au pays, résister aux différentes pressions qu'on a et réussir en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis de ce pays-là, des jeunes comme nos dévanciers qui ne sont jamais sortis de ce pays, qui ont fait tout leur parcours en Côte d'Ivoire, d'autres même sont illettrés, que même je connais, moi dans ma commune, dans mon quartier, mais qui ont réussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est possible. Donc d'abord, il faut d'abord changer le mindset. Parce que aussi longtemps que le mindset des jeunes, le mindset d'un jeune n'est pas changé, cela va affecter ses actions. En tant dans la vie, c'est la décision qui fixe le but, mais c'est la détermination qui permet à la décision auquel tu t'es fixé comme but de pouvoir le réaliser. Donc qu'est-ce que tu as à aller mourir dans la mer? Si tu es la solution de ta famille, que ta famille compte sur toi, reste en Côte d'Ivoire, trouve les voies et moyens pour pouvoir te faire une place au soleil. Parce que si des gens quittent, même dans la sous-région, on a plus de 22 000% d'étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Justement, la Côte d'Ivoire devient un pays... Ils viennent ici. Oui, notre pays est un pays de transit, oui. Est un pays de départ. Non, la croissance économique ivoirienne est bien actuellement et on est un peu le hub de la sous-région. Oui. Donc il y a beaucoup d'immigrants qui viennent en Côte d'Ivoire pour s'installer. Alors le moment est arrivé de vous demander quels sont vos rapports avec les institutions de l'État. Je parle par exemple du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je parle du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Je parle du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête d'entreprise, enfin d'entreprise d'ONG, parce que vous avez vécu ce drame et vous ne souhaitez pas que les autres vivent ce drame. Vous voulez œuvrer pour limiter la catastrophe. Et vous voulez qu'ils aillent vers l'immigration dans un cadre légal. Mais quels sont vos rapports avec les institutions de l'État aujourd'hui? Je commence par vous. Avant tout propos, je voudrais d'abord dire merci à l'État de Côte d'Ivoire qui quand même prend des initiatives autant pour de pouvoir aider cette jeunesse-là. Quand je dis ils prennent des initiatives, voilà une structure comme la DGD. La DGD qui est la Direction Générale de la Diaspora, qui aujourd'hui est en train de lutter avec le nouveau directeur pour pouvoir aider la jeunesse, c'est-à-dire les potentiels candidats à aller à la migration irrégulière, de pouvoir rester sur place et réaliser quelque chose. Il y a pas mal de projets aujourd'hui qui sont en cours et très bientôt, je pense bien que ces projets verront le jour. Et en dehors de tout ça aussi, avec la structure comme CNLTP, qui est le Comité national de lutte contre la traite des personnes, qui est au sein du ministère de la Solidarité et de lutte contre la pauvreté, qui aujourd'hui fait beaucoup afin de pouvoir vraiment aider la jeunesse sur place, sans oublier le service civique, comme on appelle au niveau de l'emploi jeune, parlant de agence emploi jeune, où l'État aujourd'hui, comme l'État l'a annoncé, l'a très bien dit le président de la République, que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et d'abord, il y a déjà des premières vagues et deuxièmes vagues qui ont déjà suivi des formations au niveau de l'Académie des maires,
qui seront très bientôt insérés dans le tissu socio-économique. Donc je pense que l'État fournit ses efforts. Et le reste, la jeunesse doit faire sa part. Moi je pense tout à l'heure, il le disait, c'est vrai, on rêve de partir, mais on rêve pour aller faire quoi? On ne voyage pas parce qu'il faut voyager. Hier, nous d'autres, moi aujourd'hui, quand je regarde dans le viseur, je me dis quoi? J'ai mal fait de partir sans information et rien comme ça, je me jette dans les bras d'un individu qui me fait rêver, qui peut me faire partir pour aller réussir quelque part. Vous avez beaucoup de chance. Voilà. Et j'ai eu même la chance de pouvoir revenir au pays vivant. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour pouvoir parler. Mais et ceux qui sont morts, qui ont nourri les requins et qui continuent de nourrir des requins, ça fait même pas une semaine, il y a eu un naufrage. Combien d'Ivoiriens, combien de jeunes? Alors, il y avait 186 ou 196 dans l'embarcation. Dans l'embarcation. Il y en a 36 qui ont survécu. 36 qui ont survécu. Et c'était tous des Ivoiriens? Non, pas tous des Ivoiriens. C'est des jeunes Africains subsahariens. Donc voilà. Quand on voit ces chiffres, c'est énorme pour l'Afrique qui est en train de perdre ses valeurs, ses bras valides. D'accord, très bien. Et vous? Par rapport au rapport avec les institutions, il y a des programmes également dont vous pourriez nous parler desquels? Moi je salue l'initiative du gouvernement par le biais du ministère d'État, l'intégration africaine et de la diaspora, et sous la direction de la direction générale de la diaspora, par rapport au travail qui a été fait pour pouvoir d'abord rapatrier nos frères au niveau de la Tunisie par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc je voulais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président, et aussi dire merci au ministère d'État, qui est, par exemple, nous en tant que jeunes de la diaspora, qui est notre premier ministère de tutelle. Donc dire merci pour ce qui a été fait, d'avoir entendu les cris de nos frères et sœurs au niveau de la Tunisie et d'avoir permis à ces derniers de revenir au pays. Et puis bon, ensemble étant au pays, on est mieux que chez soi. On va voir les différents mécanismes. On va s'insérer. Les différents mécanismes qui ont été mis en place avec l'agence emploi jeune pour pouvoir permettre à ces derniers-là de pouvoir, pour ceux qui ont des projets, être accompagnés, pour ceux qui veulent rentrer par la voie salariale, aussi avoir des pistes dans ce sens-là. Donc nous-mêmes aussi, nous sommes allés discuter avec certains bailleurs, certaines organisations internationales en tant que réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, pour voir pour nos compatriotes, par exemple ceux qui sont diplômés, comment est-ce que, par exemple, au niveau du guichet de l'emploi, on peut trouver des possibilités pour eux, pour pouvoir non seulement avoir les premières expériences en termes par rapport à la carrière professionnelle, et après, s'il est convaincant pour l'entreprise, de pouvoir lui donner un contrat de travail. Aussi, dans ce même sens-là, je veux aussi dire, par exemple, au gouvernement, c'est vrai, ils continuent de faire, mais ce que mon plaidoyer et le plaidoyer des jeunes de notre pays, c'est vraiment que le gouvernement crée encore beaucoup plus l'environnement. Oui. L'environnement, comme le chef de l'État le disait, c'est l'année de la jeunesse, mais l'année de cette jeunesse-là, les jeunes veulent des actions vraiment qui sont concrètes. Des actions qui sont concrètes et des actions qui sont implémentées sur le terrain auxquelles ils ont accès. D'accord. Donc ce que vous dites me fait penser à des états généraux de la jeunesse, mais pas une jeunesse politique, ni une jeunesse qui serait prête à partir en immigration et savoir ce dont elles ont besoin et comment les assister? Non. Ce que je vais dire que, par exemple, dans les deux sens, c'est une plus-value pour le pays. Que certains jeunes restent au pays pour pouvoir apporter leur contribution au développement du pays, c'est à saluer. Et aussi, s'il y a des jeunes qui veulent aller à l'étranger, ce que nous déplorons, c'est la voie illégale. Mais c'est d'aller, par exemple, par la voie légale. Et c'est pourquoi nous encourageons, par exemple, des programmes de mobilité. Très bien. Et il y a pas mal de ministères qui ont déployé ce programme-là. Le ministère de l'enseignement technique a ce programme-là avec certains pays, avec le bureau de Québec. Donc, on a fait une émission là-dessus il y a quelques jours, justement. Je vais saluer ces initiatives-là. Parce que, par exemple, aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est international. Ce sont vos derniers propos? Le marché de l'emploi, il est international. Donc, qu'un jeune soit formé au Canada et venir travailler en Côte d'Ivoire, c'est bon. Qu'un jeune soit formé en Côte d'Ivoire et aller travailler en France, c'est bon. À partir du moment où le jeune peut migrer régulièrement. Et je voudrais lancer un appel à tous mes compatriotes jeunes pour dire que c'est encore possible. C'est encore possible parce que là où il y a la volonté, il y a un chemin. Très bien. C'est possible de rester au pays, de résister à toutes les différentes pressions et de pouvoir réussir dans son pays. Donc, n'allons pas par la voie illégale parce que rien ne vaut la vie d'un jeune et nous disons non à la migration irrégulière. Monsieur Steve Essis, président exécutif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora RID. Malheureusement, il ne nous reste pas plus de 30 secondes. Quels sont vos propos pour terminer?
Pour terminer, je voudrais d'abord dire merci à la RTI qui donne l'occasion au président de l'ONG Leïza de se prononcer sur la question de la migration irrégulière qui mine notre société. Aussi, je voudrais profiter ce soir de votre antenne pour dire à la jeunesse qu'on est mieux que ce soir, parce que le rêve qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, je pense bien que tous ceux qui nous vendent aujourd'hui des rêves, si vous partez en Europe et que vous les trouvez, vous aurez honte de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce qu'ils nous font croire n'existe pas. Le bonheur, c'est ici. Le bonheur n'est nulle part ailleurs. Et je voudrais aussi dire à l'État de Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a commencé, c'est déjà bon, mais qu'ils essaient de multiplier encore les efforts. Je pense qu'en fin de compte, on peut trouver des solutions. Tourner vers l'agriculture, notre agriculture, les méthodes sont archaïques. Il faut revoir, il faut moderniser les choses et sans oublier les infrastructures modernes et autres pour que vraiment ces jeunes puissent rêver ici et devenir quelqu'un sur leur territoire. Je vous remercie, M. Kwakoundé Hervé. Vous êtes président de l'ONG l'ESSED, lutte contre l'immigration irrégulière, secours, assistance et développement. Nous sommes au terme de notre magazine. Nous espérons que l'information est bien passée. Rien ne vaut la vie. Je vous dis bonsoir.